Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'analyse Presse In. Une émission qui vous fait rêver par des analyses pertinentes, des idées cohérentes, bien sûr, de la situation sociopolitique de notre pays, comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous avons des thématiques à analyser, allais-je dire, avec nos deux journalistes d'investigation. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à New York, dans le pays de Joe Biden, pour participer aux 26e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le carnage de Goma, le représentant des familles, fustige, exige en même temps le report, bien sûr, des obsèques ou de l'enterrement des victimes du carnage du 30 août dernier. Sont donc les thématiques que nous allons analyser, je l'ai dit, avec nos deux journalistes, Jonathan Makila et Gilbert Ngonga. Bonjour et bienvenue, chers journalistes. Bonjour, je suis Katika. Bonjour également à Jonathan Makila. Bonjour, chers confrères Josué, bonjour à Gilbert Ngonga, bonjour également à tous nos auditeurs. Très bien, c'est une émission d'analyse, donc on a l'habitude de le faire déjà. Aujourd'hui, des thématiques ont été choisies, bien sûr, pour décortiquer, pour donner des analyses pertinentes par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Mais avant tout, j'aimerais planter les décors par rapport au procès des SKD-là, c'est ça. Gilbert Ngonga, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez, d'ailleurs, c'est ça la plus grande question, que jusqu'aujourd'hui, notre justice reste dans la logique d'instrumentalisation, notre justice que le chef de l'État a qualifiée une fois une justice faible, une justice qui n'existe pas correctement en termes du droit, si on tient compte de l'argument des SKD-là, disant que c'est un procès honté? Un procès de la honte, oui. Toutes les justices dans le monde sont instrumentalisées. Mais ça dépend des degrés d'instrumentalisation. La nôtre est aussi instrumentalisée, non seulement sous Tshisekedi, mais aussi sous les règnes des précédents présidents qui ont eu à diriger ces pays pendant plusieurs années. C'est pour dire que la justice juste n'existe pas dans le monde, même pas aux États-Unis, même pas en France, même pas en Italie. Vous voyez, la justice juste n'existe pas. La neutralité neutre n'existe pas, tout comme l'objectivité objective n'existe pas. Parce que c'est l'homme qui juge. L'homme a ce qu'on appelle les pathos, les sentiments. Donc, il peut faire appel à ces sentiments pour juger, n'est-ce pas? Non avec la neutralité ou la justice, mais avec la passion. Très bien. Alors, si ça intervient, c'est très important. Maintenant, on accuse Salomon Kalonda d'être de mèche avec les autorités rwandaises pour agresser la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est l'information que nous cherchons jusqu'à là. Quelle est la vraie cause de l'arrestation des SKD-là? Justement, c'est ça la cause. Selon la justice, Salomon Kalonda travaille de mèche avec quelques autorités rwandaises pour agresser la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, s'il est vrai que Salomon Kalonda travaille réellement avec le Rwanda pour que la RDC soit agressée, on doit le juger et le condamner. S'il est vrai, je dis bien. Mais si ce n'est pas vrai et que c'est un complot de la honte, c'est juste monté par le régime Tshisekedi pour l'écarter, pourquoi pas de la course de la députation nationale et finalement atteindre la cible, la principale cible qui serait Moïse Katumbi. Là, je demanderai à la justice de bien faire son travail. Jonathan Makila, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, justement, Salomon Kalonda aujourd'hui, SKD-là, et il a qualifié les procès, les 10 procès, les procès des hontes. Bon, je pense qu'il peut avoir raison de les dire, parce que on nous a aussi parlé l'autre fois des Bisselele, Fortina, on nous a parlé des François Béat, on nous a parlé des Vital Kamere, et aujourd'hui ils sont, je dirais comme ça, acquittés, à l'exception des Fantomas, François Béat, qui est à l'étranger pour des soins de santé. Mais est-ce aujourd'hui la justice
elle est, je dirais comment, elle est claire, nette et précise en République démocratique du Congo. Instrumentalisée. Ça, je ne sais pas trop. Et Salomon Kalonda a été d'abord arrêté pour avoir détenu comme ça une arme d'une manière, je dirais comment, illégale. Donc, c'était ça les raisons. Et après, on nous dit que celui-ci serait en contact avec les autorités rwandaises pour essayer comme ça de renverser Félix Tshisekedi Très et bien. d'installer un ressortissant katangais. Mais c'est quoi ça, cette histoire? C'est quoi ça, cette histoire? Moi, je pense que la bande à Tshisekedi cherche à tout prix comment faire quoi, comment frustrer ou encore comment déranger, comment intimider justement les autres pour que Tshisekedi se sente comme ça le seul maître à Vous bord. reprochez Donc, quoi au président de la République par rapport à ces procès? Qu'est-ce que le président de la République a à voir dans tout ça? C'est vrai, le président de la République, peut-être il n'est pas impliqué de près ou de loin, mais il est quand même le juge suprême. C'est bien ça. Lorsque ça capote, lorsque ça ne marche pas, lorsque ça ne va pas, on doit justement voir comment le numéro 1 doit se comporter face à de tels procès. Parce que ça, il faut le dire très bien, le monde nous regarde et ça risque de ternir davantage l'image du régime en place. Très bien, je suis toujours avec vous, Jonathan Makila. Nous allons, comme je l'ai annoncé... Permettez de glisser un petit mot par rapport à ce que nous venons de dire tantôt ici. Moi, j'ai l'impression que l'opposition est devenue, je ne sais pas, une forme de blanchisserie. Quand on est opposition et que vous êtes traduit en justice, tout le monde crie pour votre libération. Mais pourquoi seulement quand vous êtes dans l'opposition, vous allez mettre en place une politique de victimisation pour attirer la sympathie du peuple congolais? Qui se victimise? La partie de l'opposition? La plupart d'opposants qui sont arrêtés, Très je bien. prends le cas de Salomon Kalonda et d'autres, n'est-ce pas, Katumbi, plutôt, je voulais dire Kabundo, Très bien. se victimisent en fait, juste pour que nous ayons pitié d'eux. Vous voyez? Mais s'il est vrai que ces sommes-là, qui sont réellement citées dans ces affaires-là, mais qu'ils soient arrêtés. C'est ça l'état de droit. Très bien. L'état de droit respire avec Ce ça. n'est pas la thématique Non, du non, jour. Oui, ce n'est pas la thématique, c'est un biscuit. Sans toutefois arracher la parole à mon confrère Gilbert Ngonga, c'est la procédure d'ailleurs qui dérange. Très bien. Lorsque l'on arrête Salomon Kalonda, on nous dit que le raison, justement, parmi des raisons, c'est parce que celui-ci détenait comme ça une arme d'une manière illégale. Matata Ponyo a publié, Matata Ponyo a dit que cette arme lui appartenait. C'est bien ça. Mais après, lorsqu'on voit une autorité judiciaire ou militaire organisée comme ça d'une conférence de presse pour changer les griefs, ça signifie quoi? Est-ce que Non, mais il n'a pas changé. Est-ce que c'était Non, pas, non, c'était il pas n'a pas une, changé. Je une façon, précise. je sais pas moi, une Non, manière non, de... il n'a pas changé. Ah, Quand l'opposition l'information a fuité ok, que Salomon Kalonda serait détenu très bien. pour avoir porté l'arme de manière illégale, c'était des informations de coulisses. La justice ne s'est jamais prononcée en ces termes-là. Ce sont des journalistes que nous sommes, proches du dossier, qui ont relayé cette information. Mais officiellement, la justice n'a pas retenu ces greffes-là. Jonathan Makila, je pense que on doit parler Ouais. je crois, des sujets, bien sûr, choisis pour aujourd'hui, pour le pressing d'aujourd'hui. Je rappelle encore, c'est une émission d'analyse et des idées cohérentes des journalistes d'investigation. Jonathan Makila, le président de la République, s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, le pays de Joe Biden, finalement pour participer aux 76e session de l'Assemblée générale, allais-je dire, des Nations Unies. C'est une occasion pour Félix Tshisekedi, bien sûr, d'exposer ou carrément de dénoncer une fois de plus la situation sécuritaire ou l'insécurité qui gangrène la société congolaise, en même temps d'exposer aux siens ou aux partenaires, aux États issus des Nations Unies, la situation sociopolitique de notre pays. Pensez-vous que c'est une occasion pour Félix Tshisekedi? C'est une question qui me fait rire parce que je trouve que c'est maintenant ou jamais pour lui, hein, pour notre président de la République. Peut-être que c'est le dernier sommet où c'est la dernière réunion qu'il participe. Ne sois pas le prophète de malheur. En tant que président de la République. Ne sois pas le prophète je précise, de malheur. je nuance. Il dit peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est D'accord, d'accord. peut-être que c'est la dernière réunion qu'il participe
comme président de la République. Donc, c'est maintenant ou jamais pour lui de dire les choses telles qu'elles sont. C'est maintenant ou jamais pour lui, justement, d'appeler les chats par son nom. Mais sinon, il faut se poser la question, après avoir exposé les différents problèmes que les pays rencontrent, qu'est-ce qui vient après? C'est ça, parce que ce n'est pas la première. Tshisekedi est là depuis 2018 et il a pris part à 3 ou 4 déjà sommets où il a participé déjà à plusieurs tribunes justement des Nations Unies. Mais qu'est-ce qui a changé? Si aujourd'hui les Nations Unies ou la MONUSCO n'arrivent pas toujours à défaire le M23, mais moi je pense que c'est comme une lettre morte, ça reste comme une lettre morte. On parle mais personne ne réagit. C'est comme si on n'arrive pas à prendre en considération ce que ou les déshydratats que le président expose. Même si aujourd'hui on a enlevé l'embargo, mais cela ne suffit pas. Il faut quand même que l'on sente une sorte de pression derrière Paul Kagame pour que celui-ci se dédouane complètement du M23. Ça, c'est très important quand même de le dire parce qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de le dire que c'est lui qui se cache derrière ces fameux groupes rebelles. Vous pensez, une autre question, vous pensez qu'il y a une certaine hypocrisie de la part des Nations Unies, surtout son secrétaire général, Antonio Guterres, qui a dit une fois que l'ONU est incapable, bien sûr, de défaire l'armée rwandaise par le biais, bien sûr, de M23 face à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y a une certaine hypocrisie par rapport à ça? Je peux dire oui, mais moi, j'estime que les Nations Unies sont juges et parties. Très bien. En même temps, ils sont au courant, ils savent très bien ce que le Rwanda fait, mais ils n'arrivent pas à dénoncer parce que ces derniers sont également complices. Très bien. Ils sont complices et ils savent très bien quand est-ce que l'on peut mettre fin à cette situation. Ils le savent très bien. Antonio Guterres a parlé juste pour parler. Mais si nos dirigeants étaient encore plus avertis, si nos dirigeants étaient encore plus doués ou encore déterminés, en tout cas, on allait déjà prendre des précautions ou des dispositions. Est-ce que Félix Tshisekedi aujourd'hui peut avoir le courage de prononcer un discours tel que Mobutu l'a fait? Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui peut avoir le courage de prononcer un discours tel que Thomas Sankara l'a fait ou encore Mohamed Kadhafi l'a fait? Ça, je ne pense pas. Parce que c'est quelqu'un qui cajole, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui amadoue comme ça les Occidentaux, tout comme les Nations Unies. Il veut à tout prix se faire adopter, alors que moi, je ne cesserai jamais de le dire. Pour que l'on puisse être respecté par ces gens-là, on doit prouver justement de quoi on est capable. Jules-Hubert Ngonga, merci Jonathan Makila, je vais revenir à vous. Jules-Hubert Ngonga, si on doit tenir compte de missions, au pluriel bien sûr, de l'Organisation des Nations Unies, celle de maintenir la paix et la sécurité collective, vous pensez que l'ONU a échoué dans ses missions? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui manque aux Nations Unies, bien sûr, de sanctionner le Rwanda, sachant que le Rwanda, c'est l'agresseur, bien sûr, de la République démocratique du Congo, un État faisant partie de l'Organisation des Nations Unies. La volonté. Alors, je commence par la première question. La mission principale de l'ONU, d'abord, je rappelle à ceux qui nous suivent partout pour des raisons pédagogiques que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et elle a pour mission de maintenir la paix sur l'ensemble, n'est-ce pas, de la planète Terre. Voilà. Alors, depuis la création jusqu'à maintenant, est-ce que l'ONU assume ses responsabilités, maintient-elle la paix dans le monde, oui ou non? Je dirais oui et non à la fois. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment de pays où il y a la guerre. Mais en Afrique, nous avons un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo qui, plus de 30 ans, subit des injustices des pays étrangers. Il y a guerre dans notre pays il y a plus de 30 ans. En Ukraine, il n'y a pas la guerre? J'allais arriver. Ok. Mais qu'est-ce que l'ONU a concrètement fait? Parce que l'ONU a envoyé une mission qu'on appelle la MONUSCO. La République démocratique du Congo. Alors, cette MONUSCO a fait quoi depuis qu'elle est là? Rien du tout. Donc, la mission de la MONUSCO est négative. Plutôt, le bilan de la MONUSCO est négatif. Donc, le problème sécuritaire se pose toujours dans la partie est du pays. Très bien. Donc, c'est une ONU controversée. Quand il s'agit de la guerre de l'Ukraine, n'est-ce pas?
vous allez voir des grandes puissances intervenir. Les États-Unis, la France et que sais-je encore, interviennent, réagissent, n'est-ce pas? Mais quand c'est la RDC, ils réagissent, ce pays-là, mais à demi-mot. Cela voudrait dire que l'ONU a partiellement échoué à sa mission première, celle de maintenir la paix. Parce qu'il y a des pays où il n'y a pas la paix, comme l'Ukraine, comme la République démocratique du Congo. On tue au vu et au su de tout le monde. Comme au Sahel. Partout, presque dans le monde. Très bien. Donc, partiellement, l'ONU a échoué lamentablement à sa mission. Et là, le deuxième problème qui se pose, c'est que c'est une ONU controversée. Il y a apparemment 2 points de mesure. Quand il s'agit des pays européens, occidentaux, je vous l'ai dit, vous allez voir, ils interviennent. Elle intervient efficacement. Voilà, c'est une précision. Elle intervient efficacement. Chez nous, l'ONU intervient de manière inefficace. Donc, on ne peut rien attendre de cette ONU parce qu'elle est controversée. Nous devons fournir un effort au niveau interne pour imposer la paix dans la partie est du pays. Alors, la deuxième question, c'était... La deuxième question, c'était par rapport, bien sûr, d'ailleurs, vous devez répondre au point positif, bien sûr, de l'ONU, où l'ONU a réussi, parce que vous avez dit, de l'autre côté, l'ONU a échoué, de l'autre côté, l'ONU avait échoué, mais comment identifier l'ONU, si réellement l'ONU a réussi quelque part, dans quel secteur, dans quel domaine? Ça, c'était une précision par rapport au point que vous avez soulevé. Si l'ONU a échoué ou pas, vous avez dit, il y a les oui et les non. S'il y a les non, il doit y avoir les oui. Et quel est le oui? Le oui, c'est que l'ONU met la pression à certains pays africains d'organiser les élections aux dates prévues par leur constitution. Vous voyez, donc plusieurs chefs d'État africains sont devenus comme des chefs coutumiers qui ne veulent pas, en tout cas de leur propre gré, de céder les fauteuils présidentiels. Et dans des circonstances pareilles... Ça fait partie des missions de l'ONU? Non, maintenir la paix. Moi, je dis, le maintien de la paix passe par l'organisation des élections. Okay. Vous allez voir dans ces discours que le chef de l'État va prononcer le mercredi, il va soit rassurer, soit le contraire, l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'organisation ou non des élections en 2023. Répondez à la deuxième question. Était celle de savoir qu'est-ce qui manque à l'ONU, bien sûr, de sanctionner le Rwanda, reconnaissant le Rwanda comme un État agresseur de la République démocratique du Congo, j'ai dit un État faisant partie de cette structure supranationale. Voilà. Qu'est-ce qui manque à l'ONU? La volonté, et de deux, les loups ne se mangent pas entre eux. Très bien. La guerre de l'Est est l'œuvre, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Ce sont les Américains, notamment, la France, pour ne citer que ces 2 pays-là, qui sont derrière la guerre de l'Est et ils profitent de beaucoup, n'est-ce pas? Donc c'est une guerre économique. Très bien. Le Rwanda, bon, c'est une marionnette en fait. C'est quelqu'un qu'on utilise, on passe par lui pour faire la guerre à la République démocratique du Congo. Mais moi je me dis, l'ONU est tellement forte, la communauté internationale est tellement forte qu'elle peut se décider de venir signer des partenariats à travers des pays, bien sûr, avec la RDC et exploiter les minéraux, les richesses que nous avons au lieu de nous faire la guerre à travers le Rwanda. Donc, ce qui manque à l'ONU pour sanctionner le Rwanda, qui est le pays agresseur, n'est-ce pas, identifié par plusieurs rapports de cette organisation, c'est la volonté, de deux, l'ONU voit que ses intérêts seront plutôt menacés en sanctionnant le Rwanda. Vous voyez, donc ce sont les 2 éléments qui manquent à l'ONU pour sanctionner le Rwanda. Jonathan Makila, je reviens à vous sur la même thématique. Finalement, aujourd'hui, on peut dire tout haut que la RDC ne peut pas ou plus continuer, bien sûr, à croire aux paroles, aux discours de l'Organisation des Nations Unies si on doit, à titre illustratif, bien sûr, la guerre à l'Ukraine, on a vu l'intervention de l'ONU à travers l'OTAN pour mettre à mal ou contrecarrer la Russie. Mais l'ONU, à travers la MONUSCO, une intervention militaire, une intervention, je ne sais pas, d'information, à l'est de la République démocratique du Congo, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dit tout haut que l'ONU est incapable. Le fait de dire que la MONUSCO est incapable, c'est déjà doiter l'ONU, que l'ONU est incapable de mettre fin aux hostilités, de mettre fin ou de combattre ou bien sûr de contrecarrer l'armée régulière rwandaise par le biais des M23. Pensez-vous
que l'ONU est derrière, si on doit rester logique, derrière le massacre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Gilbert l'a dit tantôt. Il y a la France, il y a les Américains derrière cette histoire. Et nous le savons tous très bien que Paul Kagame, c'est une marionnette des Américains. C'est quelqu'un que les Américains ont fabriqué de toutes pièces. Ça, nous le savons tous très bien. Donc aujourd'hui, la MONUSCO n'aura, ou encore l'Organisation des Nations Unies, n'aura jamais un mot à dire, aussitôt que les Américains ne se sont pas encore prononcés concernant justement ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et la population de cette contrée a compris que l'on ne peut plus compter sur la MONUSCO. La population a compris que ces gens sont venus sont des affairistes, ils sont venus pour leurs propres intérêts. Ce sont justement les hommes forts américains, tout comme les hommes forts français, qui financent cette rébellion en passant par Paul Kagame. Et ils n'accepteront jamais, pour essayer quand même de rencontrer ce que Gilbert disait tantôt tout à l'heure, ils ne seront jamais d'accord, ou encore ils ne voudront jamais venir exploiter nos minéraux ou nos richesses d'une manière officielle, parce que ça sera du gagnant-gagnant. Et ça sera une façon également de donner à la RDC ce qu'elle mérite. Ça va nous permettre d'avancer, ça va nous permettre de faire émerger cette nation. Ce que le monde, ou encore cette mafieuse structure de l'Organisation des Nations Unies ne supportait pas. Parce qu'aujourd'hui, une fois que la RDC est debout, en tout cas, c'est l'Afrique entière qui sera debout. Et vous voyez vous-même l'Afrique, comment on appelle ça? L'Afrique de l'Ouest, le vent aujourd'hui anti-français, le Sahel. Aujourd'hui, le vent anti-français ou les sentiments anti-français traversent comme ça les différents pays, et Macron est ridiculisé. Donc c'est comme ça que ça va continuer. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut plus compter. Dans le même fil d'idée, on aurait appris qu'il y aurait, on suppose, qu'une préparation, qu'une préparation d'un coup d'État, je crois, au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville et autres, bon, il y a des informations pareilles qui ont circulé sur la toile, mais c'est une information très vite démentie par le gouvernement du Congo-Brazza. Est-ce qu'il faut déjà faire attention? S'il n'y a pas de fumée sans cause, il ne faut pas oublier que, comment on appelle ça, rumeur, c'est une source cadette de l'information. C'est une information à vérifier. C'est-à-dire, s'il y a une agitation pareille, c'est vraiment le moment de prendre toutes les dispositions possibles. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas souhaiter, parce que le Congo-Brazza, c'est un pays voisin, ici, juste en face. Donc, si ça arrive là-bas, ça risque que la RDC soit aussi affecté. Et ça, c'était juste une parenthèse, mais je disais tantôt, on ne peut plus continuer à compter sur la MONUSCO. Si aujourd'hui, Denis Mukwege l'a dit, la délivrance ne viendra jamais ailleurs. Ndayishimiye venait d'être ici. Il a tenu de mêmes propos. Il a dit la délivrance ne viendra jamais ailleurs. C'est ici, à l'interne. Et je pense que nos dirigeants doivent aujourd'hui justement prendre les dispositions possibles, et puis c'est dire que nous sommes capables à nous seuls de sauver ces pays. Si on frappe fort cette milice, ou encore ces terroristes du M23, si on les frappe fort comme ça, en tout cas, le Rwanda va justement fuir. Et du coup, ça sera comme ça pour nous une occasion de dire comme ça à tous ces pays voisins, ou au monde, que c'est lui qui s'est caché derrière. Et aujourd'hui, grâce aux efforts fournis de nos FARDC et de nos autorités, en tout cas, nous sommes arrivés à un niveau, il y a de faire quoi? De délivrer la nation congolaise. C'est comme ça que l'on doit travailler. Mais si on continue à compter sur cette MONUSCO, on partira comme ça, justement, échec sur échec. Il ne faut pas oublier la procédure accélérée de la MONUSCO. C'est quelque chose c'est vraiment quelque chose que le gouvernement a martelé là-dessus, et on attend voir cela se réaliser. Sinon, la population de Goma, la population de la partie Est, tout comme la population de Kinshasa ou du Congo central, du Grand Bandundu, va s'élever pour exiger cette fois-ci le départ de la MONUSCO, parce qu'ils sont incapables de stabiliser la paix en République démocratique du Congo. Gilbert Ngonga, et je crois que c'est la dernière question par rapport à cette thématique.
quel sera peut-être le soubassement ou la base du discours des chefs de l'État. Et je crois demain, c'est quoi, le mercredi, oui, le chef de l'État aura, je crois, son discours le mercredi devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Justement, qu'est-ce qu'on peut attendre du discours que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, va prononcer du haut de la tribune de l'ONU? Avant de répondre à la question, je rappelle que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État congolais prenne part active à cette réunion, à cette Assemblée générale de l'ONU. Vous voyez, ça doit être la 4e fois, sauf erreur de ma part. Très bien. Cela voudrait dire qu'à la première Assemblée générale en 2019, à laquelle il a pris part, il n'y a pas eu de résultat. Il a présenté la situation socio-économique, même politique de la République démocratique du Congo, même scénario l'année prochaine, jusqu'à cette 6e Assemblée générale de l'ONU. Alors, on doit d'abord commencer par faire une évaluation. Est-ce que dans les précédentes Assemblées générales, les différents desiderata présentés par la République démocratique du Congo à travers le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ont été pris en compte et où en sommes-nous aujourd'hui? Vous voyez? Et après, pensez maintenant au prochain discours. Très bien. Que je sache, le chef de l'État, lors d'une Assemblée générale, avait accusé le Rwanda, n'est-ce pas, d'agresser la République démocratique du Congo. Et par ricochet, il avait demandé que l'ONU sanctionne le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda est sanctionné? Est-ce que les autorités rwandaises sont sanctionnées par l'ONU? Oui ou non? La question est simple. Non, elles ne sont pas sanctionnées par l'ONU. Mais pourquoi elles ne sont pas sanctionnées? Je venais de donner la réponse, n'est-ce pas, à la précédente question. Très bien. Justement parce que le Rwanda travaille des mèches avec les vrais agresseurs, qui sont les États-Unis et la France notamment. Donc, Tshisekedi dit 2 choses. La première, il va parler, il doit rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'organisation des élections à la date prévue par notre Constitution. Donc, le 20 décembre, nous devons avoir l'élection présidentielle. On suppose. Pas on suppose. Normalement, on doit respecter. Ça reste encore une supposition. On doit respecter ces délais-là. Okay. Parce qu'il est constitutionnel. S'il pense glisser, qu'il glisse au second mandat, s'il aura la chance de remplir. Au cas contraire, je demanderai au chef de l'État, et je pense que c'est le cas, il va nous rassurer sur l'organisation. Parce que son gouvernement... Ça, c'est le premier point. Le deuxième son point. gouvernement a plus d'une fois rassuré l'opinion qu'il y aura élection. Et Kadima la aussi. CENI également. Maintenant, c'est lui le garant de la nation. À son tour, il doit rassurer qu'il y aura élection. Le deuxième point qu'il va aborder, ça sera la question sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Là, en tout cas, on doit s'y attendre. Ça ne sera pas une surprise que le chef de l'État revienne sur ça. Plusieurs fois, il revient sur ça. Et là, c'est une réunion du monde. Il y a presque tous les pays du monde qui sont présents. Une réunion planétaire. Planétaire, bien sûr. Une grande réunion qui ne vient qu'une seule fois l'année, hein, je crois. Voilà. Alors, il doit demander aux pays partenaires, à l'ONU, n'est-ce pas, de manière générale, de continuer à mettre la pression sur les vrais agresseurs de Le problème, c'est de mettre la pression ou d'agir pour pallier à ces problèmes. D'abord la pression et après agir. Jusqu'à quand? C'est ça la question qui se pose en fait, parce que ça date. La pression commence aujourd'hui. Plus de 30 ans déjà, je l'ai dit d'ailleurs, plusieurs fois le chef de l'État a présenté la situation sécuritaire du pays et aujourd'hui les problèmes restent échangés. Très bien. Donc, à qui nous devons compter alors? À Dieu le Père lui-même et non à l'ONU. Alors, puisque Dieu agit à travers, peut-être que Dieu touchera le cœur de l'ONU pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Que vous ne pensez Mais pas nous-mêmes aussi au niveau interne, on doit travailler. Voilà. Vous ne pensez pas que la solution est d'abord sur le plan interne? La solution ne viendra pas seulement de la République démocratique du Congo seule. La solution du problème sécuritaire qui se pose dans l'Est, ça sera une solution globale. Une solution globale. Il y a plusieurs acteurs qui doivent intervenir pour que nous ayons la solution. Nous seuls, on ne peut pas. Voilà pourquoi on doit tendre la main envers les agresseurs et leur demander de cesser cette guerre. Je vais profiter d'ailleurs par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez la SADC,
OK? Vous avez la CPGL, Communauté économique d'États de l'Afrique australe, de l'Afrique plutôt, Communauté économique des États de la sous-région des Grands Lacs, qui sont là. Il y a le texte de loi de principe bien établi pour la sécurité transfrontalière. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours l'insécurité. Les États que vous dites qu'on doit compter sur eux, ce sont le même État. On peut compter. En paix, disons donc. Ce sont les mêmes États qui nous agressent. Qui nous agressent, qui convoitent la RDC, qui sont animés par la jalousie de par notre écosystème. Mais vous ne voulez pas, vous ne dites pas que la solution ne viendra pas qu'au Congo, mais aussi aux partenaires de la RDC. Quels sont ces partenaires que vous pensez qui peuvent aider la RDC à pallier à ces problèmes? Que je sache, tous les pays du monde n'agressent pas la République démocratique du Congo. Mais animés quand même avec l'esprit, je sais pas moi, de la convoitise. Certains pays, n'est-ce pas, sont identifiés comme les agresseurs de la République démocratique du Congo. Officiellement, on cite 3 pays. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les fantômes cachés. Officieusement, il y a bien d'autres pays comme les États-Unis et la France qui agressent la République démocratique du Congo. Alors, je vous parmi plus de 100 pays, il y a des Mbororo, des Soudanais, des Mbororo à l'est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il n'y a que ces 3 États qui agressent la RDC? Il y a d'autres groupes armés à l'est. Je dis officiellement. Des Mbororo. Non, il y a d'autres pays, n'est-ce pas, qui agressent notre pays. Je vous cite, mais allais-je dire. Ça dépend de quel type d'agression. L'agression la plus sanglante, c'est l'agression rwandaise. Très bien. Et ça mérite notre attention. Très bien. Je vous dis que la RDC est le seul pays au monde qui partage ses frontières avec 9 pays, suivi de la Russie qui partage ses frontières avec 8 pays. Très bien. Donc déjà, sur le plan géographique, c'est une grande menace pour notre pays. Si la Russie aujourd'hui a imposé la paix, c'est parce que la Russie est forte. Nous, on est très faibles. Et nous avons des voisins, n'est-ce pas, qui nous convoitent nuit de jour. Ce n'est que normal qu'il n'y ait pas la paix, parce que, je ne cesserai de le dire, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que les intérêts qui des intérêts. Alors, des intérêts plutôt. Donc, si moi je trouve mon intérêt chez toi, de gré ou de force, je vais préserver cet intérêt-là. Nous allons prendre la deuxième thématique, mesdames et messieurs. Le carnage, ou plutôt les représentants des victimes du carnage de Goma le 30 août. Aujourd'hui, ça pose un problème de l'enterrement. Le représentant et les familles des victimes demandent le report, bien sûr, des obsèques. Jonathan Makila, votre analyse par rapport à cette situation? D'abord, le procès est en cours. Okay. Après les carnages, on a lancé comme ça les enquêtes et aujourd'hui, le procès est en cours. On se précipite pour enterrer les victimes. Mais pourquoi pas attendre d'abord que l'on termine avec le procès? Pourquoi pas d'abord attendre que les responsabilités, justement, soient établies avant d'enterrer les victimes? Pourquoi on veut faire les choses à la va-vite? Moi, je félicite la population de cette contrée. Je me pose la question, ils sont comment? Ils ne sont pas comme nous Kinois. Ils ne sont pas comme nos amis du Congo central, tout comme dit Grand Bandundu. Et ils sont éveillés. Voilà, aujourd'hui, grâce à cette manifestation, cette petite manifestation, aujourd'hui qui a fait peur aux autorités locales, et ils ont changé peut-être d'avis parce que jusque-là, les informations, justement, nous disent qu'il n'y a pas eu enterrement. Il n'y a pas eu l'enterrement. Voilà. Si la population n'était pas vigilante, aujourd'hui, on allait parler déjà de l'enterrement de ces victimes. Pourquoi faire les choses à la va-vite? Tant qu'on est africain, tant qu'il y a un souci concernant, je ne sais pas trop, un décès ou une mort, d'abord, on doit connaître le vrai responsable. Qui a donné l'ordre à ces éléments de la garde républicaine de tirer à bout portant sur les paisibles citoyens? Il y a une possibilité d'identifier, bien sûr, le responsable? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, on a vu le colonel, je crois, Mike, qui a dit qu'il n'a jamais donné comme ça, ou il n'a jamais donné l'autorisation à ses gardes de tirer à bout portant sur les paisibles citoyens. Et on doit nous dire aujourd'hui qui était derrière ces éléments. Parce que si on aimerait bien connaître, on aimerait bien établir les responsabilités, c'est très facile d'ailleurs. On va juste voir le commandement
Comment ça se déroule? Qui donne justement le feu vert? C'est simple. Parce Mais que le gouverneur militaire du Goma a été sanctionné. il Déjà, était sanctionné. Il était sanctionné. Il a fait quoi? Il oui. était rappelé à Kinshasa et du coup, aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi la suite. Peter Kazadi nous a dit le gouverneur n'a jamais été remplacé, n'a jamais été révoqué. C'est ce que Peter Kazadi nous a dit en tant que ministre de l'Intérieur et Sécurité. Mais on se pose la question, Constant Ndima ne plus présent ou Constant Ndima ne se fait plus voir, pourquoi? C'est parce qu'ils savent quelque chose. Très bien. Constant Ndima ne peut jamais prendre une décision pareille, sachant très bien que déjà la partie traverse comme ça, je dirais, un moment compliqué. Et puis, il ne peut pas s'hasarder à donner un tel ordre. Une question de curiosité. Vous ne pensez pas que la population de l'Est, surtout du Goma, du Nord Kivu, joue un peu un grand rôle par rapport à l'insécurité de cette partie-là de la République démocratique du Congo? Parce qu'à chaque fois, selon la Constitution, bien sûr, lorsqu'il y a l'état de siège, et on ne peut pas organiser de marches, de manifestations, mais qu'est-ce qui a motivé à la population, surtout, c'est une question d'ailleurs, qu'est-ce qui a motivé à la population de Nord Kivu ou les Ouazalendo, parce qu'on parlait des Ouazalendo, de manifester leur mécontentement ou de marcher. Il faut préciser. Bon, manifester pacifiquement. Pacifiquement, je ne sais pas, mais il y a eu quand même des tueries. Il y a eu des tueries. Bon, ce n'est pas la population qui a tué, même si le gouverneur nous a dit qu'un policier était lapidé et puis la population s'est dirigée vers les Kijé de la MONUSCO et puis s'attaquer aux autres, allais-je dire, expatriés. Mais ça c'est ce que le gouverneur nous a dit. Très bien. Mais la population, ce n'est pas pour la première fois que la population de cette partie organise une telle activité ou une telle manifestation. Ce n'est pas pour la première fois. L'autre fois, on avait vu, cher ami, les images ont circulé sur la toile, comment ils ont brandi même les images de Poutine. Ils ont chanté en Swahili pour demander de l'aide auprès de Vladimir Poutine. Est-ce que, pensez-vous que cette population est, je dirais comment... instrumentalisée, utilisée ou bien intoxiquée par un groupe de gens ou un État? Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Au contraire, la population est fatiguée. Très bien. La population comptait sur nos autorités. Et elle s'est rendue compte que ces dernières ne font absolument rien. Apparemment, la situation qui prévaut dans la partie est de la République ne préoccupe pas les dirigeants de la nation, ou Kinshasa ne se sent pas concerné. Voilà pourquoi la population a pris cette décision ou a voulu prendre les choses à main. C'est juste ça. Et la population n'a pas protesté pour dire comme ça non à l'état de siège, mais la population a protesté pour exiger les départs sans condition de la MONUSCO. Mais pourquoi, il faut se poser maintenant la question, pourquoi la population a laissé l'état de siège? Parce que c'est aussi quelque chose que la population fustigeait, voire même les élus de cette contrée fustigeaient cela parce que le résultat n'était pas visible. Très bien. Jusque-là. D'ailleurs, lui-même, le président de la République a convoqué comme ça, le gouvernement a convoqué toute une réunion pour tabler concernant l'état des sièges. Même si aujourd'hui, les résolutions données au numéro 1 du pays, personne n'est au courant. Sama Lukonde a déjà déposé au nom de la commission qui a tablé sur l'état des sièges. Est-ce qu'on doit continuer avec ou on doit carrément mettre fin parce que c'est un échec? Julien Ngonga. C'est ce que maintenant il faut savoir. La population n'est pas instrumentalisée. La population n'est pas jugée partie concernant l'insécurité qui règne dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais la population, c'est comme le ventre enflammé. Donc la population n'a plus d'oreilles. La population vivait à tout prix que la paix règne dans cette partie. Julien Ngonga, le famille, le représentant bien sûr des victimes du carnage de Goma du 30 août dernier, demande ou exige bien sûr le report des obsèques. Bien sûr, je l'ai dit, des victimes du 30 août dernier. Quelle est votre analyse? À quoi s'attendre dans cette, je ne sais pas moi, situation? Et qu'est-ce que cherche réellement la population de Nord Kivu? Et surtout, les différentes familles des victimes?
C'est plutôt les familles et non la population du Nord Kivu. Bon, disons Parce dans que ce sens-là. le Nord Kivu, Parce qu'il y a une aussi, manifestation. ceux-là qui sont contre et d'autres qui sont pour. Mais lorsqu'on D'abord, dit, lorsqu'on dit le président de la République dirige mal les pays, ce n'est pas tout le monde qui le dit. On dit toujours la population. Voilà pourquoi je précisais. Exactement. Voilà. Écoute, d'abord, je signale que le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, séjourne déjà à Goma, dans la province du Nord Kivu. Très bien. Il a confirmé qu'il y aura inhumation de ses victimes aujourd'hui. Donc, il a confirmé. Il n'y aura pas report. Très bien. Il n'y aura pas report. Les victimes seront enterrées aujourd'hui, comme annoncé par le gouvernement provincial du Nord. Il n'y aura pas de conséquences? Quelles conséquences? Bon, je ne suis pas d'avis que l'enterrement puisse avoir lieu aujourd'hui pour la simple raison que nous sommes des Bantous. Les gens qui ont tué ne sont pas encore jugés. Arrêtés, plutôt jugés et condamnés. En principe, on devrait d'abord finir les procès en cours, condamner s'il faut les présumés auteurs de ces crimes odieux, et après procéder à l'enterrement des victimes. Mais avant de procéder à l'enterrement des victimes, n'est-ce pas, du 30 août, les familles, n'est-ce pas, de ces victimes devraient être récompensées. Est-ce cela a été fait? Consulter en même temps. Consulter en même temps parce que c'est une secte. Wazalendo, c'est une secte, ce n'est pas une église. Très bien. Ils ont leurs rites propres à eux. Et ils devraient, n'est-ce pas, que ces familles-là, elles devraient d'abord être consultées et enterrer les leurs, n'est-ce pas, suivant les rites de la secte Wazalendo. C'est ça le problème. Or, le gouvernement a pris les choses en main. Le gouvernement provincial ne peut pas céder aux caprices des familles des victimes. Très bien. Donc, c'est l'affaire de l'État et non de la secte, ni, n'est-ce pas, des familles des victimes. C'est l'État qui a pris en charge l'organisation des obsèques. Donc, aujourd'hui, même si on reportait pour demain ou après-demain l'enterrement de ces victimes, je vous dis, le gouvernement ne permettra pas que cette secte fasse ses rites. Parce que déjà, notre loi, les lois de notre pays, ne reconnaît pas la sorcellerie, ne reconnaît pas la magie, ne reconnaît pas si c'est quoi que je ne sais pas. Nous, on ne reconnaît pas cela. Par conséquent, l'État ne va pas céder aux revendications de cette secte dirigée par M. Ephraim Bissimo. Voilà, moi je pense que bon, ce qui est fait est fait, qu'on enterre et après qu'on poursuive avec les procès et que les auteurs de ces crimes soient condamnés. Je reprends la question. Vous ne pensez pas que après l'enterrement bien sûr de ces victimes, il n'y aura pas de conséquences? Est-ce que le gouvernement le fait, bien sûr, l'enterrement de ces victimes pour, en quelque sorte, motiver encore, je ne sais pas moi, j'ai dit la population du Nord Kivu, enfin de manifester pour chercher le prétexte pour ne pas organiser les élections? Ça aussi, c'est un détail. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut aller au-delà même de penser, je ne sais pas moi, des pensées simples? Non, mais regardez, pas jusque-là quand même. Le gouvernement, s'il n'a pas la volonté d'organiser les élections, il va vous le dire. Ça fait partie des stratégies. Compte tenu des contraintes budgétaires, sécuritaires. J'aurais appris d'ailleurs que la CENI n'a pas de moyens. Voilà les discours qu'il va prononcer le gouvernement. Compte tenu des contraintes budgétaires et sécuritaires, les élections qui devraient avoir lieu en décembre sont reportées à une date ultérieure. Cela voudrait dire quoi? Le gouvernement ne peut pas recourir à un prétexte pour reporter les élections. Vous voyez? Donc, s'il ne veut pas organiser les élections, il va nous le dire. Pas à demi-mot. Il va nous le dire. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Mais non, maintenant, regardez. Fini, hein? C'est fini, oui. Regardez maintenant. Jonathan Makila. Jonathan Makila, en tout cas, vous avez déjà épuisé votre temps, je ne sais pas moi. Jonathan Makila, aujourd'hui, on peut se dire que si le gouvernement décide d'enterrer les victimes du carnage du Goma du 30 août dernier, vous ne pensez pas que il y aura des conséquences après l'enterrement? Déjà, la procédure, elle est biaisée parce que l'on ne peut pas enterrer des gens comme ça sans toutefois faire appel à leur Vous avez une famille. Minute, hein, parce que là, on termine. Sans toutefois faire appel à leur famille, ça c'est important quand même de le dire. Mais
c'est pas une façon pour les gouvernements justement de susciter ou encore de renaître comme ça un autre problème ou un autre souci. Ça, je ne pense pas. Mais la population risque, encore une fois de plus, de se fâcher. C'est comme si vous ne prenez pas en compte tout ce que les populations parlent. Ou revendiquent. C'est ça le problème. Mais moi, je pense que Peter Kazadi, il est ministre, mais il ne peut pas se comporter à un caporal. Il est ministre national. Pourquoi il veut à tout prix que ces gens-là soient enterrés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il cache derrière cette précipitation? Jonathan Makila, nous sommes à la fin. Vous devez chiter. Nous sommes à la fin, mais moi, j'ai dit comme ça, je demande à Peter Kazadi de surseoir sa décision. D'abord, on doit continuer avec les procès et ensuite sanctionner les fauteurs des troubles et très bien, nous arrivera à enterrer paisiblement nos compatriotes. Nous sommes à la fin de notre émission, mesdames et messieurs, très heureux, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous allons nous retrouver demain à 15h juste. Une émission d'analyse qui vous fait rêver par des analyses pertinentes de nos journalistes d'investigation, Gilbert Ngonga et Jonathan Makila. Nous vous disons au revoir. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.